Ah. D'abord, on va prendre un petit coup d'eau parce que... Oui, voilà. Tout le monde est là? Oui, bien, bien. Ah, vous n'avez perdu personne dans les couloirs, ça va? Eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, je suis ravie de vous accueillir dans cette belle salle Prévert pour le lancement de ce nouveau cycle de conférences. Alors, en général, c'est notre président de l'association qui préside nos conférences. Mais il n'a hélas pas pu se libérer aujourd'hui car il marie sa fille, oui, sa cadette, Anne-Sophie. Et je sais que certains membres de notre association la connaissent. Donc, chers amis, chers membres, à titre exceptionnel, c'est moi qui vais le remplacer. Alors, je ne vous cache pas que j'ai un peu le trac, c'est une première pour moi, mais pas de panique, l'honorable président, j'ai nommé Monsieur Dutrieux, m'a laissé des fiches et un planning strict pour le déroulé de la conférence. Donc, normalement, tout ira bien. Alors, je vais me présenter en 2 mots. Je m'appelle Marie-Béatrice. Et je suis la documentaliste de notre association depuis déjà 27 ans. Oui, le temps passe. Alors, je suis également professeur honoris causa en mythologie grecque. Oui. Et spécialiste dans l'étude des légumineuses dans l'Antiquité. Oui. Et j'ai d'ailleurs écrit un merveilleux recueil que je vous recommande, intitulé « Le haricot blanc au fil du temps ». C'est passionnant, passionnant. Donc, je suis l'ami des plantes et des fossiles. Je suis en quelque sorte l'Indiana Jones des vieux légumes perdus ou l'Hercule Poirot des semences antiques. Oui. Et j'adore la cuisine du terroir. Tout à fait. D'ailleurs, on m'a parlé de vos boulets à la liégeoise, c'est ça? Oui. Je me fais une joie de goûter ça après la conférence. Alors, si vous avez la moindre question après mon intervention, n'hésitez pas à venir vers moi, car comme dirait mon président, l'honorable Monsieur Dutrieux, un mot, un geste, et Marie-Béatrice fait le reste. Oui. Merci. Merci. Alors d'ailleurs, Monsieur Dutrieux m'a laissé quelques petites consignes que je vais vous lire avant d'entamer la conférence. Alors, pour les membres, parce que je sais qu'il y a aussi des invités, il demande que les cotisations mensuelles soient payées en début de mois et pas en fin de mois, d'accord? Parce qu'autrement, c'est trop compliqué pour sa compta. On compte sur vous. Alors, je vois une petite note ici. Oui, vous êtes là? Oui, Chantal. Là, oui, Chantal, bonjour. Ça va? Dites, Chantal, Monsieur Dutrieux me demande de vous rappeler que depuis avril, vous n'avez plus payé vos cotisations menstruelles. Mensuelles. Alors, un petit effort, Chantal, parce que si tout le monde s'y met, où allons-nous? Ok. Alors, on ne grignote pas pendant la conférence. On peut boire, oui, mais on ne grignote pas. D'accord? Alors, on pose les questions en fin de conférence et pas pendant, si c'est possible. Et on coupe son téléphone. D'accord? C'est coupé. Oui, parce que j'ai encore une note ici, de Monsieur Dutrieux. Chantal, c'est encore pour vous. Ben oui, Chantal, écoutez, coupez votre téléphone parce que vous savez, si tout le monde s'y met, où allons-nous? Allez. Et maintenant, dans la joie et la bonne humeur, je vais vous présenter les nouveaux membres de notre association qui s'appelle le Club des érudits émancipés, le CEE. Alors, nous avons Suzy, oui, là-bas au fond, nous avons Gérard,
Et puis là, j'ai vu à l'extrême, voilà, là, monsieur avec ses lunettes, c'est Roger. Ah oui, Roger, je suis ravie que vous ayez passé le cap. Allez, tout le monde, on les applaudit très fort. Merci à ces nouveaux membres. Alors, pour les nouveaux membres, Suzy, Gérard et Roger, voici comment ça se déroule. Durant chaque année académique, nous abordons un thème unique, d'accord? Ce qui nous permet de vraiment creuser le sujet et d'aller au fond des choses. Hein? Oui, c'est important d'aller au fond des choses. Vous comprenez, Roger? Alors, pour cette année, notre président, l'honorable monsieur Dutrieux, a choisi comme thème général de l'année le harcèlement et les femmes dans l'histoire. Sujet impressionnant et assez vaste. Donc, chaque semaine, nous vous présenterons une nouvelle conférence pour vous dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, sur les origines du harcèlement dans la vie des femmes. Et comme toujours, nous aborderons ce sujet sur un plan purement scientifique. Mais maintenant, chers membres, chers invités, je vais tester vos capacités intellectuelles. Oui, il y aura des mots subliminaux dans mon discours que vous devrez associer à une réaction. D'accord? Action, réaction. Oui, jusque-là, vous suivez, c'est bien. Donc, quand vous entendrez, n'est-ce pas, harceleurs de tous les pays... Pardon? Oui, c'est pas ce slogan-là, mais si vous voulez, on se voit après et vous venez avec des propositions, hein? Ok, je vais prendre celui de monsieur Dutrieux, mais on se voit après, pourquoi pas? Il y a un an de conférence, tout compte fait. Non, ce n'est pas ça. Donc, quand vous entendrez harceleurs de tous les pays, vous crierez très fort « Non, merci ». Ok, avec ce geste-là, d'accord? Posez vos verres, parce qu'autrement, vous risquerez de les verser sur vos voisins. Alors, on est prêt, attention dans le fond, je vous vois aussi. Attention, harceleurs de tous les pays. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Roger, oui, Roger, désolé, évitez de déployer vos grands membres, là. Parce que vous risqueriez de frapper votre voisine, là. C'est pas ce qu'on cherche ici, d'accord, Roger? Oui, d'accord, bien, Roger. Alors, Roger, s'il vous plaît, restez petit, restez gainé, d'accord? Voilà. Alors, on le refait une dernière fois tous ensemble et je veux une force et une conviction, la fougue, on y va. Harceleurs de tous les pays? Non, merci. Oui. Là, on sent la fougue des érudits émancipés. Bravo. Alors, chers amis, pour cette toute première conférence, nous allons remonter la ligne du temps. Oui. Et nous allons nous intéresser à l'Antiquité. C'est parfait, c'est ma spécialité. Vous connaissez l'Antiquité, hein? Oui. Donc, aujourd'hui, c'est l'Antiquité. Et le pays, ce sera la Grèce. Donc aujourd'hui, nous parlerons du statut de la femme, n'est-ce pas, et du harcèlement dans la Grèce antique. Et nous démontrerons que malheureusement, depuis l'Antiquité, rien n'a changé pour les femmes. Ouais. Alors, tout un programme, n'est-ce pas? Mais bon, qu'est-ce qu'une femme au fond? C'est vrai ça. Alors, écoutez, on va demander, j'ai vu un monsieur là, oui, vous avec les cheveux blancs là. Vous voyez, ne vous retournez pas, c'est vous, Clément. C'est vous. Monsieur, comment vous appelez-vous? Alain. Vous qui avez l'air beaucoup plus intelligent que la moyenne. Alain, pouvez-vous nous donner une définition claire et concise du mot femme? On vous écoute. Un homme comme les autres. Pardon? Un homme comme les autres. Un homme... alors vous êtes plus poète qu'ingénieur, hein? Oui, c'est pas mal, c'est
mal, écoutez. Quelque chose en moins. Comment? Avec un petit quelque chose en moins. Oui, bon, vous allez vous taire, hein, parce qu'on est en nombre ici, d'accord? Bon. Chers membres, comme vous pouvez le constater, l'explication d'Alain, qui est quand même tout à fait charmant d'ailleurs, hein, n'est pas très claire. Et non, malgré sa bonne volonté. Mais c'est normal, parce qu'encore aujourd'hui, la femme reste une énigme indéfinissable pour certains hommes. Oui, et moi, je vais vous dire, je suis bien placé pour le dire. Hein. Donc, nous allons commencer par une définition un peu plus précise du mot femme. Bon, monsieur Dutrieux m'a laissé ses fiches. Voilà. La femme est un être humain de sexe féminin. Point. Ok? Et c'est la définition du dictionnaire, hein? Le Larousse qui plus est. Donc c'est encore un exemple de machisme institutionnalisé, hein? Bon. Mais bon, heureusement, notre président, M. Dutrieux, il maîtrise très très bien les nouvelles technologies. Oui, il a un computer. Voilà. Et alors, il discute avec l'intelligence artificielle. Oui, il dit « Siri », il l'appelle Siri, hein. « Siri, dites-moi ceci », et Siri lui répond. Siri, dites-moi cela, et Siri lui répond. Hein. Comme quoi, chers membres, quand on est président, hein, tout le monde vous écoute. Oui. Enfin, peut-être pas en France. Non. Alors, voilà l'intelligence artificielle. Alors, vous devez savoir que moi, je ne me suis jamais intéressée aux nouvelles technologies. Hein. Non. D'ailleurs, M. Dutrieux, il me dit toujours, Marie-Béatrice, vous êtes un rat de bibliothèque dans un monde de souris informatiques. Oui, ça le fait beaucoup rire. Je ne comprends pas très bien son humour, mais bon. Alors, l'intelligence artificielle. La femme est un être humain de sexe féminin par opposition à homme. Un être humain féminin, adulte, par opposition à fille ou jeune fille. Oui. Cela signifie épouse. Bah, pas toujours, hein. Bah, non. Ah, n'est-ce pas, Chantal? Non, hein. Et alors, la dernière définition de l'intelligence artificielle, tenez-vous bien, c'est une aide ménagère. Vous pouvez l'essayer chez vous, hein, demandez à Siri. Il vous dira toujours la même chose. Vous voyez que c'est difficile, hein? Vous voyez, Alain, hein? Vous étiez mieux que l'intelligence artificielle. Allez, alors, par esprit d'analyse et de comparaison, je vais lire les définitions du mot homme. Hein? Quand même, hein? D'accord? Alors, l'homme, c'est un mammifère à la queue frétillante et qui vit dans un trou. Un mammifère à la queue frétillante et qui... Ça peut pas être ça. Ça peut pas... Oh! Excusez-moi, je me suis trompée. Monsieur Dutrieux a mélangé les fiches. Ça, c'est la définition du mot lapin. Rien à voir. C'est pour la conférence de la semaine prochaine sur le harcèlement animalier et la myxomatose. Oui. C'est fascinant, d'ailleurs. Oui, non, il s'est trompé. Attendez, les fiches sont collées. Bon, alors, je sais que certains hommes sont chauds comme des lapins. Mais vous inquiétez pas, chers messieurs, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Alors, voici la définition de l'homme. Du dictionnaire, toujours. Hein? Un être humain de sexe masculin, considéré du point de vue des qualités attribuées communément à son sexe. Virilité, courage, etc. Bon ben, messieurs, sachez donc que la grandeur de votre virilité et de votre courage est directement proportionnelle à la taille de votre membre. Oui. Enfin, c'est flatteur, hein. Enfin, pas toujours. Alors,
l'Antiquité. Qui se souvient de la définition du dictionnaire de la femme? Oui, il faut suivre, hein, dites. Oui, donc la femme, c'est... Non, pas une femme de ménage. Qui a retenu ça uniquement? C'est un être humain. Voilà. De sexe féminin. Alors, Alain, vous allez sortir très vite, vous savez, si vous continuez. Alors, de sexe féminin. Alors, c'est une courte définition, mais c'est très long à écrire. Mais vous allez voir qu'elle va encore se réduire. Oui, parce que dans l'Antiquité, la femme n'était pas considérée comme un être humain. Ah non. Donc, je vais barrer être humain. La femme était même, l'homme grec certifiait que la femme n'avait pas d'esprit. Elle était donc moins bien considérée qu'un animal domestique. D'accord? Donc, je vais mettre moins qu'un animal. Et malheureusement, depuis l'Antiquité, rien n'a changé. Non, parce que de nombreux hommes traitent encore leurs femmes comme des animaux, dans beaucoup de pays du monde. Et je vais même aller plus loin, de nombreux hommes traitent leurs femmes comme des végétaux. Oui, regarde, cette femme, c'est une belle plante. Un végétal. Donc, si on y réfléchit, chers membres, depuis l'Antiquité, la femme qui était moins qu'un animal et un animal non pensant, eh bien, il est passé aujourd'hui au stade végétal, de plante, quoi. Et vous verrez que si ça continue comme ça, nous les femmes, on arrivera bientôt au stade minéral. Oui, on sera traités comme des cailloux. Alors, moi, je vous le dis, de mon vivant, je ne serai jamais un fossile. Même si j'adore ça, moi, les plantes et les fossiles. Je vous ai parlé de mon super ouvrage, Le haricot blanc au fil du temps. Mais j'ai également écrit un merveilleux recueil qui est un best-seller dans la littérature agricole, intitulé « La femme et la betterave ». Oui, parce que la femme et la betterave, en fait, elles se complètent. Et elles deux, elles forment le monde. Oui, oui. Et puis, c'est délicieux, la betterave. Moi, par exemple, j'adore la betterave rouge. Vous connaissez la betterave rouge? Oui, c'est bon, hein? Mais oui, c'est délicieux. On peut la préparer de manière différente, en entremets, en plat, ou alors en potage. Alors oui, la betterave, c'est une racine. Mais c'est notre racine, j'ai envie de dire. Oui, c'est un légume terreux. Mais la terre, c'est la vie, c'est la terre nourricière. Donc moi, j'ai envie de dire que la betterave, c'est la vie. Parce que c'est quand même cette terre qui porte nos deux pieds. Donc, moi, j'ai envie de dire, la terre, la betterave, la femme, c'est la vie. C'est la vie. Non? Oui. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là. Harceleur de tous les pays. Merci. Bien, vous suivez toujours. Alors, revenons à l'Antiquité. La femme, vous devez savoir que l'homme grec était un chasseur. Et son animal de prédilection, son gibier préféré, c'était la femme. Et qu'est-ce qu'on fait pour domestiquer un gibier, un animal? Qu'est-ce qu'on fait? On le piège et puis on doit l'enfermer pour l'apprivoiser. Eh bien, c'était le sort des femmes dans la Grèce antique. Oui, elles étaient enfermées toute l'année dans une toute petite pièce, à l'abri du regard et du monde, et cette petite pièce, on appelait ça le... Quelle culture! Bravo, effectivement, le gynécée. Périclès, grand homme d'État athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, écrivit d'ailleurs ceci: « La plus grande gloire pour une femme, c'est qu'on ne parle pas d'elle. » C'est sympa, vraiment, vive les Grecs antiques. Alors, si on réfléchit donc dans l'Antiquité, la femme,
qui n'est pas un être humain et moins qu'un animal, mais de sexe féminin. Oui, parce qu'il faut quand même que l'homme puisse continuer à un peu s'amuser, hein, et également procréer. Eh bien, si on y réfléchit bien, cette femme, en fait, c'est un objet, je l'ai entendu. C'est bien, vous êtes vraiment le club des érudits émancipés, ça oui. C'est un objet. Donc, la femme grecque était la propriété de son époux, comme un meuble ou une table de jardin. Et malheureusement, depuis l'Antiquité, rien n'a changé. Ben non. Regardez par exemple dans la publicité. On vous vend une tronçonneuse avec une femme à moitié dévêtue. Hein. Alors moi je vais vous dire que le maillot échancré, version alerte à Malibu, c'est pas du tout adapté pour tailler une haie. Hein. Oh non, je vais vous dire, j'ai essayé. Vraiment, c'est pas pratique, hein. Et, ben, écoutez, c'est toujours comme ça à l'heure actuelle, comme je dis, mais on a même gardé des traces de ce passé animal et d'objets dans notre vocabulaire quotidien. Oui, vous entendez souvent, comme ça, hein, dans la vie de tous les jours aujourd'hui, tiens, ma femme est une cruche. Eh bien, une cruche, c'est un objet. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une cruche, c'est une carafe. Hein, d'accord ? Ma femme est une potiche, une planche à repasser, un beau morceau, un beau petit lot, enfin, etc., 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 hein, d'accord ? Alors, dans le monde animal, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui nous est resté ? Eh bien, ma femme est bête à bouffer du foin. C'est une grosse vache, une cochonne, une vieille bique, un chameau, une vipère, une chienne. Oui, une bonne petite chienne qui va venir manger le nonos à son papa. Etc., etc. Hein. Je vais vous dire que l'imagination masculine est débordante. Alors, vous avez aussi, pour insulter des femmes, des expressions de type explosif. Oui, regarde, cette femme, c'est de la bombe. Ou bien même mécanique. Oui, mécanique. C'est une belle carrosserie, bien huilée, au bas de caisse un peu large, un carénage bien fuselé, un châssis de rêve, de gros airbags qui ronronnent à l'allumage, qui démarre au quart de tour, et quand tu mets la sauce, elle rugit comme une grosse cylindrée, etc., etc., etc. Non, mais c'est dingue, quoi. Alors, je vais vous dire, il y a même dans mon quartier un homme qui utilise des expressions de type aquatique. Oui, aquatique. Alors, chaque semaine, quand je vais faire mon marché, ce sont les mêmes insultes. Hein. Alors, écoutez, je vais vous donner quelques petites répliques. Non, vous savez faire, on va faire quelque chose. Comme Monsieur Dutrieux n'est pas là, on va un peu s'amuser, je vais imiter ce grossier personnage, ok ? Alors, soyez un peu indulgents, parce que j'ai jamais fait de théâtre. Hein. D'accord ? Alors, vous imaginez, je passe faire mon marché, je change de trottoir pour essayer de l'éviter, mais ça marche pas, et puis je m'en vais, hein, d'accord ? Allez, je vais me mettre dans le personnage. Ah. Allez. Faut faire monter la testostérone et faire baisser le cerveau. Oui, c'est un exercice de haute voltige, hein. Ouais. Oui. Ouais, je suis prêt. Hé, toi, la morue. Ouais, la baleine, là. Le vieux thon. Avec ton QI d'huître. Je suis sûr que t'as une haleine d'œuf, phoque. Ouais, et ta moule, là. Ta moule, elle empeste le poisson pourri à marée basse, etc., etc., etc.
horrible, je m'étrangle tellement c'est affreux. Et toutes les semaines, c'est le même poème visqueux. Alors, on pourrait croire, chers amis, que ce monsieur est marin-pêcheur. Eh bien non, il est fleuriste. Comme quoi, enfin bon. Mais moi, vous savez, j'ai envie de dire qu'on n'a pas tous le même rapport à la moule. Non. Parce que moi, quand on me traite de vieille moule, de thon, de baleine, eh bien, ça ne m'offusque pas, non. Et en fait, ça m'ouvre l'appétit. Oui, oui, ça me donne envie de manger une bonne petite caldérade. Vous connaissez la caldérade? Oui. C'est bon, hein, la caldérade. Alors, je vous ai, en 2 mots, vite, ma recette. Alors, vous prenez différents poissons. Hein, faut les garder en gros morceaux parce que les petits morceaux, ben, ça s'effrite. Après, vous ajoutez des tomates, des pommes de terre, des oignons. Et l'important, bien entendu, c'est de faire mijoter tout ça dans un beau grand pot en terre. Et oui, on en revient toujours à la terre. Parce que ce plat de mer dans son pot en terre, eh bien, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Parce que quand on y réfléchit, c'est quand même cette terre qui porte nos 2 pieds. Hein? Donc, la caldérade, c'est la vie. C'est la vie. Oui? Oui. En tout cas, moi, je suis ravie d'être ici. Mais bon, on va arrêter avec les poissons, les crustacés, parce que parfois, certaines personnes sont allergiques, comme mon président, monsieur Dutrieux. Ah oui, l'honorable Dutrieux, il est allergique à tout. Hein, aux crustacés, aux légumes verts, à la couleur rouge. Oui, la couleur rouge. J'ai dû changer tout mon dressing à cause de ça. Il ne supporte pas que je m'habille en rouge. Alors, je vais vous dire que depuis 27 ans que je suis à son service, hein, mon stress quotidien, le matin, c'est m'habiller. Hein. Ah ouais, j'ai toujours peur qu'il y ait un bouton rouge, un fil rouge qui pende, enfin bon. Mais bon, chers membres, si c'est pour la santé de mon président, hein, je peux le faire. Et puis, un mot, un geste, et Marie-Béatrice fait le reste. Et oui. Allez, harceleur de tous les pays. Merci. Oui, c'est bien, oui. Alors, revenons à la femme dans la Grèce antique. Donc, la femme, on vient de le démontrer, était considérée comme un objet. Mais cet objet, ça va devenir également une marchandise. Oui, elle va devenir rentable. Ça veut dire que ça va faire des dollars, des sous-sous dans la popoche. On vendait et mariait les femmes par profit. Oui, en vente forcée, si on y réfléchit. Hein? Et l'acquéreur de l'objet, enfin de la femme, hein, pouvait même tâter le produit avant de le payer. Parce que, imaginez si c'était une femme de seconde main. Hein? Un peu trop vieille, trop flétrie, trop large. Eh bien, l'article pouvait être échangé. Oui. Donc, si on réfléchit bien, c'était un genre d'Amazone antique au féminin. Clic, tu choisis l'objet. La femme. Hop, on te l'emballe. Paf, le colis est expédié. Et si ça ne convient pas, hop, on remballe. Oui, on échangeait une femme dans l'Antiquité comme vous échangeriez votre chemise. Alors, on est bien d'accord que nous parlons ici d'un trafic atroce et sordide. Hein? Mais, je voudrais faire une petite parenthèse parce que malheureusement, je vous disais, depuis l'Antiquité, rien n'a changé. On échangeait les femmes, c'était une marchandise dans l'Antiquité, mais à l'heure actuelle, dans de nombreux pays du monde, c'est encore le cas. La femme est la propriété de son père, de son époux ou de son mari, avec un droit de vie ou de mort. Je vais même dire quelque chose de plus horrible. La femme, dans de nombreux pays du monde, reste un butin de guerre qu'on peut torturer et violer entre 2 combats. On appelle cela le repos du guerrier. Comme quoi, les femmes et les hommes, on n'a pas du tout la même notion de la sieste. Hein.
Enfin bon, je vais faire une petite parenthèse historique pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est que Amazon, dont j'ai parlé, ce n'a pas toujours été une plateforme de vente Internet, hein. Non, c'était une tribu de guerrières, de femmes libres qui vivaient dans l'Antiquité. Aucun homme n'était accepté dans leur tribu, sauf une fois par an, pour la procréation, pour leur sperme au fond, hein. Donc, c'était dans l'Antiquité chez les Amazones les hommes qui étaient des objets et même des marchandises, et c'était les femmes qui en profitaient. Ben écoutez, moi j'aurais bien voulu être une Amazone, quoi. Non mais c'est vrai, mesdames, imaginez, pouvoir choisir un homme uniquement pour ses qualités intellectuelles, ou pourquoi pas physique, ou simplement parce qu'il vous fait rire. Et en plus, chaque année, vous pouvez changer de partenaire. Non mais, allez, imaginez. Moi, je suis une Amazone. Bon, dis Alain. Alors toi, je vais te dire, hein, je te prends tout de suite. C'est vrai, je trouve que tu rayonnes, hein, d'accord? Alors, monsieur... Oui, peut-être attendre encore un peu, hein, ok, hein, oui, alors je vois pas très bien, il y a peu d'hommes aujourd'hui. Ben écoutez, Roger, évidemment. Alors Roger, je vous prends directement, même pas besoin d'emballage. Allez, je vous taquine, hein, Roger, je vais pas commencer à harceler le public, c'est de ça dont on parle. Allez, désolé Roger. C'est une blague, mais enfin, on se voit quand même après. Hein. Harceleurs de tous les pays? Non, merci. Oui, parce que c'est maintenant, il est temps et grand temps de dénoncer le premier cas connu de harceleur dans l'histoire. Oui. Et nous l'avons, après de longues recherches en bibliothèque et de lecture, nous l'avons découvert sur le mont Olympe. Oui, mesdames et messieurs, le mont Olympe, dans le domaine des dieux. Parce que l'origine du mouvement #MeToo, le premier DSK de l'humanité, le Weinstein de l'Antiquité, le Gérard Depardieu avant notre ère, ouh là là, l'abbé Pierre, avant Jésus-Christ, eh bien c'était le roi des dieux grecs, vous savez qui il est? Oui, quelle culture! Ça veut dire qu'il y en a encore qui ont fait du latin grec, c'est bien. C'est bien. Oui, effectivement, c'est Zeus. Alors, Zeus ne pouvait réprimer ses pulsions sexuelles. Il avait un besoin maladif de posséder. Alors, la plupart de ses victimes étaient des femmes, des simples mortels, mais également des déesses ou des nymphes. Alors, il y a également eu une fourmi. Oui, une fourmi. Il est tombé fou amoureux d'une fourmi. Mais il y a été tellement fort, le Zeus, que la pauvre, elle a explosé. Alors, il y a eu aussi un jeune garçon, un simple mortel, du nom de Ganymède. Vous savez, hein, c'est horrible. Alors, Zeus est subjugué par la beauté du bambin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut résister à l'envie de le posséder. Qu'est-ce qu'il fait? Il kidnappe Ganymède sous les yeux de ses parents et il l'emmène sur le mont Olympe. Là, Ganymède va passer des années en compagnie de Zeus, qui va le chatouiller, le harceler, le faire sauter sur ses genoux en soulevant sa toge. Hein, enfin. Je vous passe les détails. Mais bon, heureusement, ce n'est pas une femme. Ganymède, c'est un enfant. Donc, ça ne compte pas. Oui, concentrons-nous aujourd'hui sur le sort des femmes dans la Grèce antique et victimes de ce harceleur Zeus. Alors, tous les amis de Zeus sur le mont Olympe étaient évidemment au courant de ses crimes. Mais personne ne disait rien comme aujourd'hui.
hein, omerta. Alors, on va essayer de décortiquer le harcèlement et surtout le mode opératoire de ce divin criminel. Alors, Zeus, c'est le roi des dieux. Mais qu'est-ce qu'un dieu, au fond, hein? J'ai une petite fiche, pardon, de monsieur Dutrieux ici. On va la lire tout de suite. C'est évidemment un résumé un peu plus court, hein. Dieu, c'est une puissance surnaturelle, un être supérieur pour qui on voue une sorte de culte, pour qui on a un attachement passionné. Dictionnaire. Ben voilà, un attachement passionné. On est dans le vif du sujet et dans le vif du harcèlement. Parce que c'est du pouvoir et de l'attachement que naît très souvent le harcèlement. Le harcèlement, c'est quoi? C'est un mélange de domination et d'intimidation. On voit plus souvent un patron harceler un employé que l'inverse. Et Zeus, dans sa grande perversité, il a utilisé son statut de roi des dieux tout-puissant, n'est-ce pas, pour justifier, mais surtout pour banaliser ses crimes. Alors vous devez savoir que dans l'Antiquité, les enfants grecs étaient bercés par les viols de Zeus, comme si c'était normal. On enseignait aux jeunes Grecs, dès leur plus tendre enfance, que les dieux de l'Olympe avaient tous les droits. Et ces droits et ces lois étaient évidemment interprétés par les hommes et pour les hommes. Donc, en résumé, si Dieu harcèle et viole, eh bien l'homme peut harceler et violer. Hein? D'accord? Donc, Dieu, c'est le droit, Dieu, c'est la loi. Oui, alors, attention, parce que je sens comme un malaise dans la salle, là. On n'est pas ici pour débattre de la légitimité de Dieu ou pas, hein, d'accord? Ça, c'est un choix personnel, une vue de l'esprit. Hein. Nous, dans nos conférences, on essaye d'éviter les sujets qui fâchent, d'accord? Hein, on se base sur des faits. C'est vrai, c'est comme si d'un coup, là, maintenant, je vous demandais hein, si le Père Noël a effectivement un traîneau. Je vais vous dire que dans certains cercles, ça peut fâcher. Hein. Oui. Mais bon, en tout cas, traîneau ou pas traîneau, je rassure nos membres, le Père Noël sera toujours présent à Noël. Oui. Oui. Et puis, son beau sapin, là, vous voyez, avec les racines dans la terre. Mais c'est la vie. Parce que c'est quand même, si on y réfléchit, cette terre, hein, qui porte nos deux pieds. Donc, moi, j'ai envie de dire que le sapin, que Noël, c'est la vie. Hein? Oui. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse. Hein? Parce que quand on veut combattre le harcèlement, en tout cas, il faut dissocier l'homme de Dieu. Hein? Comme il faut dissocier l'homme de l'artiste. Hein, on juge Gérard Depardieu, il faut arrêter de dire que oui, mais il est artiste, gna gna. Non, ça reste un homme. Il faut dissocier l'homme de l'abbé ou l'homme du Père Noël. Hein? Parce que sinon, où allons-nous? Hein? Oui. Alors, dans le cas de Zeus, c'est très difficile de le dissocier de son enveloppe charnelle. Oui, parce que Zeus, il changeait d'apparence, il se métamorphosait, hein, au gré de ses envies et de ses besoins. Mais nous allons commencer par son apparence humaine, d'accord? Les dessinés adorent ça, moi. Alors, d'après les récits d'Homère, connaissez Homère? Oui, 8e siècle avant Jésus-Christ. Homer Simpson. Excusez-moi, mais on parle de mythologie grecque, là. Mais Homère, non, le poète.
poète du 8e siècle avant Jésus-Christ qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Mais bon, peut-être qu'Homer Simpson s'en est inspiré. Alors, son apparence humaine. On est prêt? Alors, il avait, d'après Homer, des yeux bleus, une barbe blanche, oui, et des longs cheveux argentés. Voilà. Oui, bon, je suis d'accord que ça ressemble un peu à un mélange entre un caniche et un teckel. Mais bon, moi, j'ai pas fait dessin, j'ai fait mythologie. Hein. Dites, mais sérieusement, là, entre nous, avec ses cheveux argentés et sa barbe blanche, il vous fait penser à personne? Allez, sérieux? Saint-Nicolas. Oui, Saint-Nicolas, tout à fait. Et même le Père Noël, moi, j'ai envie de dire. Hein. Ah, c'est vrai, c'est dingue. La ressemblance. Mais bon, allez, revenons à Zeus. Zeus, il avait toujours dans sa main aussi un sceptre. Voilà, sceptre de Zeus. Et il utilisait ce sceptre. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est la crosse de Saint-Nicolas. Oui, ben, vous voyez, vous me perturbez. Là. Bon, c'est pas ça. Vous savez ce qu'il tient dans sa main? Un éclair. Quelle culture. Oui, c'est ça. Mais bon, moi, à force de parler de Père Noël, Saint-Nicolas, du sapin et tout ça, moi, je suis complètement à l'ouest. Bon, oui, ce qu'il tient dans sa main, c'est un éclair, c'est la foudre. La foudre qu'il tient dans sa main. Voilà. Et avec cette foudre, il dézinguait tous ses ennemis. Hein? Zzz, zzz, zzz. Hein? Bon, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous menacer de faire exploser la moitié du monde hein, avec des nouvelles armées ou avec un petit bouton qui va tout faire péter. Eh bien, Zeus, lui, il foudroyait. Zzz, zzz, zzz. Hein? C'est un peu comme la baguette d'Harry Potter, quoi. Mais version antique. Hein, pour ceux qui ne comprendraient pas, il y a des références d'Harry Potter. Ouais, il ressemble un peu à Dumbledore aussi, je trouve. Enfin bon. Je suis perdue, là. Oui, alors... alors, je vais vous dire que, par exemple, mon président, l'honorable monsieur Dutrieux, hein, vous voyez, eh ben, lui, quand il s'énerve, hein, c'est le poing sur la table hein, et le lancer d'objets au travers la pièce. Oui. Lui, c'est comme ça. D'ailleurs, regardez, vous voyez, monsieur, ici, j'ai comme... Vous voyez? Évidemment, ça se voit, c'est fort. Ben, parce que j'ai un petit bout d'agrafe dans le poignet. Oui, parce que la fois passée, il a lancé une agrafeuse. Mais bon, comme dirait mon cher président, l'honorable monsieur Dutrieux, j'étais dans le chemin. Hein. Ouais. Enfin bon, revenons à Zeus. Hein. Bon, voilà. Nous avons vu donc son apparence humaine, nous avons vu qu'il avait donc la foudre dans sa main. Maintenant, nous allons voir les métamorphoses de Zeus. Alors là, on va faire un petit jeu. Tous ensemble. Oui, moi j'adore ça, les petits jeux. Donc, je vais dessiner une métamorphose. Vous allez essayer de trouver c'est quoi la métamorphose. Et si vous avez trouvé, moi je vous raconte l'histoire. Ok? Attention, première énigme. Un cygne! Wow! Vous vous appelez comment? Qui a dit cygne? C'est quoi votre prénom? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine! On applaudit Marie-Madeleine! Un cygne! Je dessine si bien que ça? Oui, parce que moi j'avais prévu de faire encore le bec et puis le truc, enfin, et les pattes, quoi. C'est pas un canard, c'est un cygne. C'est un cygne. Un cygne. Si vous voyez un canard, c'est un cygne. Alors Marie-Madeleine, vous connaissez l'histoire? Un peu. Le nom de la victime? Leda, oui, quelle culture! Quelle culture! Effectivement, c'est la légende de Leda. Alors, Leda, c'est une reine de Sparte.
D'accord? Zeus la voit, il est fou de désir, il ne peut réprimer ses envies de la posséder. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se métamorphose en merveilleux cygne blanc et il s'approche discrètement de la reine. Alors oui, il se métamorphose, pourquoi? Parce que c'est une reine, donc elle est entourée par sa garnison. Et là, bien camouflé dans son beau plumage blanc, il s'approche de la reine Léda, et puis hop, ni vu ni connu, hop, il la viole. Oui, il la viole, le bon Zeus. Alors il est très content de sa blague. Hein. Oh, oui. Alors pour continuer à en rigoler avec ses copains de l'Olympe, hein, parce qu'ils sont beaucoup, hein, le soir en mangeant le nectar et l'ambroisie, et de se dire, ouais, tu te souviens, j'étais en cygne, et puis paf, je l'ai violé. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, ce bon Zeus? Il va placer le cygne dans les astres, et ça va devenir la constellation du cygne. Donc, quand on y réfléchit, chers membres, la constellation du cygne, c'est la première vidéo porno de l'humanité. Oui, sympa, hein? Allez, vive Zeus. Alors, deuxième énigme. C'est parce qu'on s'amuse. Hein? Alors, hop, deuxième énigme. Êtes prêts? Marie-Madeleine, si vous savez, faut laisser les autres jouer. Hein. Moi, c'est pas sympa. S'ils ne trouvent pas, vous... Hein. Ok, hop. Une banane. Oui, mais la banane, on va la laisser à Homer Simpson. C'est-à-dire une banane dans la mythologie grecque, ça se voit pas souvent. Mais c'est bien d'essayer, hein. Ce qui compte, c'est de participer. Oui, alors, je vais vous donner un indice. Ça commence, l'histoire, elle commence en Phénicie. Vous savez ce que c'est? Où c'est la Phénicie? C'est l'actuel Liban, hein, comme tout le monde le sait. Et l'histoire se termine en Crète. Ça, vous connaissez la Crète? Un belle île, hein, il faut y aller, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, Phénicie, Crète, Phénicie. Non, ça vous dit rien? Minotaure, on n'est pas loin. Le Minotaure, oui. Dites-moi. Oui, un taureau, bravo! Oui, on applaudit là-bas au fond. C'est un taureau, voilà, avec ses petits yeux et ses oreilles. Un taureau. Quoi? C'est ses cornes, hein, ça. Bon, voilà. J'aime bien. Alors, c'est un taureau. Et c'est la légende. Marie-Madeleine, vous savez? Non. On ne peut pas tout savoir. Hein. Moi, j'ai des fiches. Alors, c'est la légende d'Europe. Alors, c'est quoi cette histoire? Europe, elle amène ses vaches, son troupeau de vaches, au pâturage. OK? Alors, Zeus la voit, il est fou de désir, comme toujours, il ne peut réprimer ses envies de la posséder. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se métamorphose en un merveilleux taureau blanc. Alors, Europe, elle est là, elle voit ce magnifique taureau, il est vraiment très beau. Elle n'a pas peur, elle passe sa vie avec les vaches, hein, donc elle n'a pas peur de cette bête-là. Si elle avait vu un homme, elle se serait encourue. Ça. Mais non, là, elle voit le taureau, et elle n'a pas du tout peur. Elle voit ce beau taureau avec un cou énorme, ses magnifiques cornes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur son dos. Et là, le taureau s'envole. Ouais. Et il quitte la Phénicie, qui est l'actuel Liban, c'est bien, vous suivez. Et il part, elle passe, il vole, ce taureau, il vole au-dessus des mers, il vole au-dessus des montagnes, et il arrive jusqu'en Crète. Alors là, en Crète, ce taureau se retransforme en Zeus, et puis il la viole. Alors après, il est un peu fatigué, après avoir fait ses petites affaires. Alors il n'a pas du tout envie de ramener la belle Europe dans son pays natal, en Phénicie. Ben non, le voyage est long de retour et il est un peu fatigué. Alors qu'est-ce qu'il va faire, le bon Zeus? Eh bien, il va offrir cette pauvre Europe
en cadeau au vieux roi de Crète. Oui. Donc, cette pauvre malheureuse, elle va finir sa vie violée en terre inconnue. Harceleur de tous les pays? Oui, tout à fait. Non, mais... Allez, troisième énigme, l'avant-dernière. On est prêt? Marie-Madeleine? Ok? Attention, elle est facile, elle est facile. Marie-Madeleine, dites, parce qu'il ne trouve pas. Vous savez pas? La pluie, oui! C'est de la pluie, mais c'est de la pluie... c'est de la pluie mythologique, quoi. Donc c'est de la pluie un peu glam, c'est un peu bling-bling. C'est une matière un peu brillante. Non? Une pluie, la matière. De l'or, voilà, une pluie d'or. C'est Zeus quand même. Hein. Donc, vous savez, on va faire un petit truc ensemble, vous allez voir comme c'est joli. Pardon, moi je vais faire une pluie. Pardon, et vous allez dire d'or. Ok, on est prêt, attention. Une pluie. D'or. Oui, c'est beau, hein. C'est comme un cœur antique. Oui. Ouais, j'adore ça. Mais enfin, l'histoire est moins joyeuse. Alors, c'est l'histoire de Danaé. Alors, beaucoup de gens connaissent cette histoire grâce au célèbre film Le Choc des Titans. Vous connaissez? Oui, Hollywood s'est installé partout. Alors, c'est quoi l'histoire? Danaé, c'est la fille du roi Acrisios, d'accord? Mais un oracle, un devin, une pythie, enfin, l'horoscope de l'époque, quoi, hein, d'accord, lui a dit qu'il serait tué par son petit-fils. Donc, pour ne pas avoir de descendance, qu'est-ce qu'il fait, le bon roi Acrisios? Eh bien, il enferme sa fille dans une haute tour. Ça, c'est la fille. Zeus passe par là, il voit Danaé, il est fou de désir, il ne peut réprimer ses envies de la posséder. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en pluie d'or et il entre dans la tour. Alors Zeus, vous devez savoir que non seulement c'est un pervers sexuel, mais en plus il est très fertile. Hein? Donc la pauvre Danaé, elle se retrouve enceinte. Oui. Voilà. Ah, elle se retrouve enceinte et elle accouche comme une pauvre malheureuse dans sa tour. Ça c'est le gamin. Le père Acrisios apprend la chose, il est furax, il prend sa fille, il prend le gamin, il met tout ça dans une caisse qui ferme bien avec un cordage, et puis il balance le tout à la flotte. Oui, ce sont des belles histoires hein, à raconter aux enfants le soir. Oui. Les enfants grecs, c'était le genre d'histoire qu'on leur racontait. Hein, voilà, on trouvait ça tout à fait normal. Hein. Mais dites, honnêtement, franchement, faut quand même avoir l'esprit mal tourné hein, pour se transformer en pluie d'or pour niquer. Hein. Alors, comme toujours, le bon Zeus, pour continuer son petit répertoire astral de tueurs en série, enfin de violeurs en série, eh bien, il va créer la constellation de Persée qui est le fruit de son viol. D'accord ? Alors, quand on y réfléchit un petit peu, Zeus, quelque part, il créait des étoiles pornographiques. Hein? C'était dans le ciel. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Hein? Parce que, quelque part, Zeus, il se souvenait de ce viol grâce aux étoiles. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, eh bien, c'est plus dans les étoiles, mais c'est dans le cloud. Sur Internet, quoi. Hein? Mais on
on continue à revoir ces vidéos porno. Hein. Donc, comme je vous dis, depuis l'Antiquité, rien n'a changé. Là, je préférais les étoiles, note. Hein, bon. Alors, dernière énigme, on est prêts? Oui, bien. Alors, la dernière énigme, là, tout le monde va trouver à l'unisson. Marie-Madeleine. Alors, attention. Prêt en haut? Oula. Un gruyère, oui. Vous allez avec le monsieur qui aime les bananes, hein? Bah oui, c'est la grande ours, évidemment. Très, très bien. C'est Roger qui a trouvé. Oh, Roger, dit. Bravo, Roger. Et c'est bien de ces Roger, parce que parfois, il y a des gens qui disent que c'est casserole. Pas du tout casserole, c'est la grande ours. Mais l'histoire commence par un C aussi. C'est l'histoire de Callisto. Alors, c'est une de mes histoires, enfin, je trouve que c'est la plus horrible, en fait. Callisto, c'est une nymphe au service de la déesse de la chasse, Artémis. Et Artémis exige de ses nymphes de rester chastes. Zeus voit Callisto, il est fou de désir, et là commence une séduction totalement perverse, parce que Zeus va prendre l'apparence de la déesse Artémis, et il va s'approcher de Callisto. Alors Callisto, elle ne comprend pas pourquoi la déesse qu'elle vénère vient, la touche, la prend dans ses bras, la serre très très fort. Et puis qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre Callisto? Elle se retrouve enceinte, et oui, parce que Zeus, il est très très fertile. Et donc, il faut, Zeus, dans sa grande bonté, il veut protéger Callisto, parce que la déesse de la chasse, Artémis, elle refuse que ses nymphes soient enceintes. Donc, pour la protéger, qu'est-ce qu'il fait, ce bon Zeus? Il va la métamorphoser en grand ours. Un animal tout poilu, quoi. Hein, sympa. Hein, pour qu'elle puisse s'enfuir dans la montagne et accoucher de son mouflet. Hein. Mais bon, Artémis, c'est la déesse de la chasse. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle traque la bête et puis elle la flingue. Donc quand on y réfléchit, c'est pour ça qu'elle est horrible, cette histoire, c'est que Callisto, d'abord, elle est violée, et après, elle est tuée parce qu'elle a été violée. Et malheureusement, encore à l'heure actuelle, dans de nombreux pays du monde, une femme peut être massacrée ou répudiée parce qu'elle a été violée. C'est quand même terrible, quoi. Alors, quand vous serez en plein 15 août à regarder les étoiles filantes et tout ça, hein, vous penserez à moi. Hein, hein, et quand vous montrerez à vos enfants ou vos petits-enfants, ou enfin aux cousins, aux cousines, dis regarde, ça c'est la grande ours. Oui, non, pas casserole, grande ours. Oui, c'est la grande ours. Et tu vois, ça, c'est l'étoile polaire. Ben évidemment que c'est polaire. Parce que cette histoire, elle est glaçante. Quand on y réfléchit, la grande ours, c'est le cadavre d'une femme violée. Non, mais c'est terrible. Donc, vous vous souviendrez de moi, vous verrez au mois d'août. Alors maintenant, nous allons clôturer en parlant des femmes de Zeus. Parce que ce violeur en série, hein, il a eu plusieurs épouses. Alors, Zeus, il s'appelle Zeus chez les Grecs. Et vous savez, chez les Romains, comment? Jupiter, tout à fait. Et donc, il a eu des tas d'épouses. En première épouse, il y a eu Métis, qui représente la prudence et la ruse. Mais la prudence n'est d'aucune utilité face à un prédateur sexuel. D'ailleurs, il faut vraiment arrêter tout de suite de dire aux jeunes femmes d'être prudentes. On ne se fait pas agresser par manque de prudence ou parce qu'on portait une petite jupe ou un décolleté. Non, c'est un homme tout à fait normal, mais qui a l'esprit tordu et qui vous attaque et qui vous viole. Donc il faut remettre les choses en place. Ce n'est pas aux femmes d'être prudentes. Et Zeus, il a envie de voler les pouvoirs de prudence et de ruse
de sa première épouse, en se disant, comme ça, avec ses pouvoirs, je vais pouvoir rester le maître des dieux et le roi des dieux. Qu'est-ce qu'il fait, le bon Zeus, pour lui voler ses pouvoirs? Eh bien, il la mange. Oui, il la mange, ce cannibale. Allez, on prend, on abuse et puis on tue. Et malheureusement, depuis l'Antiquité, rien n'a changé. Vous vous rendez compte qu'en Belgique, tous les 3 jours, une femme est tuée par son conjoint. Tous les 3 jours. En deuxième épouse, il y a Thémis, qui représente la justice divine. Mais à nouveau, il n'y a pas de justice pour les femmes dans ces histoires mythologiques. Et il n'y en a toujours pas à l'heure actuelle. Ce n'est quand même pas normal que 70% des dossiers introduits à la police pour agression ou viol sont classés sans suite. Alors, il lui fait une ribambelle d'enfants à sa deuxième épouse, et puis il commence un petit peu à s'ennuyer. Il faut dire qu'effectivement, Métis n'est plus tout aussi bien modelée après tous les enfants qu'elle a mis au monde. Parce que, c'est vrai, on ne le dit pas assez, mais accoucher, ça déforme. Et elle a de la chance, Métis, oui, parce qu'elle n'est pas mangée par son cannibale de mari. Non, quelle chance elle a. Non, mais Zeus la répudie. Allez, on prend, on abuse, et puis on jette comme un vulgaire Kleenex. Et malheureusement, depuis l'Antiquité, rien n'a changé. Car encore à l'heure actuelle, nombre d'hommes jettent leurs femmes de 40 ou 50 ans pour un modèle beaucoup plus jeune. Alors là, la mère de Zeus, elle intervient. Elle vient voir son fils et lui dit, « Dis, gamin, hein, ça suffit hein, là maintenant. Hein. On ne peut pas prendre comme ça des femmes, les abuser, les violer, et puis les jeter après utilisation. Ça ne se fait pas. » Ouh, il n'est pas content, le Zeus. Hein. Oh, pas du tout content de se faire remonter les bretelles par sa maman. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce bon Zeus? Il va se métamorphoser en serpent. Sa maman aussi, Rhea, parce que Rhea, elle a aussi des pouvoirs. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, le bon Zeus? Non, il viole sa mère. Et puis, il la flingue. Oui, oui, il viole sa mère et puis il la flingue. Non, mais... Alors, vous vous souviendrez de moi aussi, quand vous sortirez dans la rue, hein, surtout dans les grandes villes, au centre de Liège, et que vous entendrez les jeunes dire « nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère ». Eh bien, Zeus, lui, il l'a fait. Alors, en dernière épouse, c'est Héra. Vous savez qui c'est, Héra? Oui, c'est qui? C'est Junon chez les Romains, exactement. Mais c'est surtout sa sœur, la sœur de Zeus. Alors évidemment, Héra n'a pas du tout envie d'avoir des relations sexuelles avec son frère. Bah non, c'est normal. Hein. Alors qu'est-ce qu'il va faire, le bon Zeus, pour piéger sa sœur? Eh bien, il va se métamorphoser. Il va prendre mon petit mouchoir, il va servir en oiseau. Voilà, on imagine ça, un canari, un colibri, enfin un petit oiseau, quoi. Hein, bon. Hop, oiseau. Et Héra, elle passe. Et là, hop, l'oiseau, il tombe du nid. Oh, pauvre petit oiseau. Alors Héra, eh bien, elle prend le petit oiseau et elle le met contre son sein pour le réchauffer. Poup, 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 petits osios. Poup, 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 petits osios. Et qu'est-ce qu'il fait, le osios? Ah oui, il viole sa sœur. Oh non, c'est pas vrai, quoi. Alors moi, je vous le dis, tant qu'il y aura des obsédés du colibri, hein, le harcèlement ne s'arrêtera pas, hein. Et harceleur un jour, harceleur toujours, hein. Oui. Et Zeus, là, qui viole sa mère, et puis qui viole sa sœur, eh ben, elle a laissé des traces dans notre actualité. Ben oui, vous savez qu'un enfant sur 4 en Belgique est abusé par quelqu'un de sa famille. 1 sur 4, mais non. Harceleur de tous les pays. Non, merci, mais non, il faut que ça s'arrête. Hein. Il faut que ça s'arrête.
Alors, oui, il faut que notre humanité entière puisse évoluer. Alors oui, les enfants grecs, comme je vous l'ai expliqué, ils étaient baignés par des histoires de viols, comme si c'était normal. Mais l'Antiquité, c'est terminé. Hein? Il faut arrêter de se comporter comme les dieux se comportaient. Hein, Zeus, il violait, mais nous, les hommes, aujourd'hui, on est plus loin. Hashtag balance ton Olympe, quoi. Hein? Et puis, vous savez, en France, parce que je n'ai pas les chiffres en Belgique, mais en France, toutes les 6 minutes, une femme se fait violer. Toutes les 6 minutes. C'est-à-dire que pendant cette conférence, 10 femmes seront violées. Ben non, c'est quand même pas possible, ça. Et attention, on est rarement violé par un inconnu. Ça, c'est dans les films. Non, en général, on est violé par un ami, par le frère d'un cousin, par l'ami de son compagnon, etc. Il faut absolument que ça s'arrête. L'humanité entière doit évoluer. Et puis, quand on y réfléchit, quand un homme harcèle une femme, cette femme, c'est quoi? C'est une entité. C'est une cousine, c'est une maman, c'est une sœur. C'est peut-être vous, Chantal. Hein? Oui, le harcèlement, il faut réfléchir. Et moi, par exemple, j'habite à Bruxelles. Et on se fait harceler au quotidien. Enfin, quand j'étais un peu plus jeune, mais au quotidien, on se fait harceler. Dans la rue, tout le temps. Alors, imaginez que les femmes, on commence à se comporter comme certains hommes se comportent dans la rue. Allez, imaginez. C'est moi, Marie-Béatrice. Je suis à l'arrêt de bus. Hein? Je vois un monsieur. Wouh! Dites! Wouh! Quel joli petit cul, dit! C'est beau, ce petit jeans moulant! Oui! Oh, j'adore! C'est pour moi, dites! Oh, je mordrais bien dedans, tiens! Oui, on va chez moi. On va chez toi, on va chez... Hé, où est-ce que tu te barres, là? Tu me chauffes avec ton petit cul moulé, et puis tu fous le camp, salopard! C'est malheureusement ce que les femmes subissent depuis leur adolescence. Elles ont appris à changer de trottoir et d'itinéraire pour éviter ce genre d'intrusion malsaine. Alors beaucoup d'hommes disent « Mais non, je n'ai jamais entendu ça. » C'est normal, parce que quand une femme est accompagnée d'un homme, jamais elle ne se fait insulter dans la rue. Mais une femme seule, c'est tout le temps, en permanence. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a parlé du harcèlement fait aux femmes, mais ça, c'est pas ma faute, c'est M. Dutrieux qui a choisi le sujet. Mais le harcèlement, il s'adresse à tout le monde, hein, aux femmes comme aux hommes. Le harcèlement avec un grand H, il n'a pas de sexe, ni de genre, ni de couleur de peau, ni de religion. Et il prend des formes totalement différentes. Ça peut être physique, verbal, psychologique, ou même via les réseaux sociaux. Très dangereux, les réseaux sociaux. Hein, parce qu'on se croit caché derrière son computer, hein, son iPhone, hein, et on harcèle, on menace, on détruit des vies. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un enfant sur 6 est harcelé via les réseaux sociaux? C'est énorme. On a des enfants qui se suicident à cause du harcèlement via les réseaux sociaux. Non, moi je dis, il faut que ça s'arrête. L'Antiquité, c'est terminé. Hein? Et puis, les hommes ne sont pas les maîtres des droits, ni les maîtres des lois. C'est vrai, pourquoi est-ce que les femmes ont dû attendre 1948 pour pouvoir voter? Et 1976 pour ouvrir un compte en banque? Non, on n'est toujours pas égaux, les hommes et les femmes, ni au niveau des salaires, des congés, de la visibilité. Ce n'est pas normal qu'une femme gagne 15 à 30% de moins de salaire qu'un homme. Non, il faut que ça s'arrête, l'Antiquité, c'est terminé. Vous savez, on n'est même pas égaux, les hommes et les femmes, au niveau de la vieillesse. Non? Parce qu'un homme, hein, il ne vieillit pas. Non. Non, non. Madame, un homme, il mûrit. Et sa calvitie naissante et ses tempes blanches sont le signe de sa maturité et de son expérience. Hein? Tandis qu'une femme, elle vieillit. Et ses cheveux gris, ses bouffées de chaleur et sa prise de poids à cause de la ménopause,
la rendre invisible, inutile et même périmée. Malheureusement, ça se passe encore à l'heure actuelle. Alors moi, je vais vous dire, non, ça suffit. Hein. Les hommes ne sont pas les maîtres des lois, ni les maîtres des droits, ni les maîtres de la mode même. C'est vrai, c'est encore des stylistes masculins qui décident de comment on doit s'habiller. Non. Et vous savez, maintenant que je viens de donner cette conférence, la première de ma vie, et j'adore ça, je suis ravie, ravie, eh bien, je me rends compte que depuis 27 ans, eh bien, en fait, je suis harcelée par Monsieur Dutrieux. Oui, 27 ans que je subis ces petites manies, ces allergies. 27 ans que je n'ose pas apporter de rouge. 27 ans que je ne peux pas choisir la couleur de mes fiches parce qu'il veut que ce soit toujours du blanc, du blanc, du blanc. 27 ans que je subis ces petits noms. Ben oui, moi je m'appelle Marie-Béatrice. Hein? Mais lui, il n'utilise jamais ce prénom-là. Hein? Non, c'est Marie-Bébé, Béa, mon petit, mon chou. Pipe, je m'appelle Marie-Béatrice et moi je reste toujours là, plantée comme une cruche. Vous savez, la carafe. C'est moi? Non, mais ça suffit. Moi je dis, à partir de demain, c'est fini. Oui, fini les petits noms, fini les humiliations, fini de rester toujours caché en coulisses, alors qu'en fait c'est moi qui rédige toutes les conférences. Oui, Monsieur Dutrieux, il n'a même pas terminé ses humanités. Moi, je suis hyper qualifiée, hyper diplômée. Ah non, je vous le dis, demain, c'est fini. Je vais au bureau, hein, je m'habille tout en rouge, et mes fiches, elles seront multicolores. Oui, 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 oui. Oh, dites donc, ça fait du bien. Oh, mais pas un mot Dutrieux, quand même. Ah ben, ça soulage. Ça soulage de se libérer. Oui, c'est fini. C'est fini. Mais bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Oui, c'est fou ce que le temps passe vite quand on se cultive. Hein. Alors, la semaine prochaine, nous parlerons du harcèlement dans les tribus du Péloponnèse. Oui. C'est intéressant, très, très, très intéressant. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui auraient des questions, des choses comme ça, hein, je suis à votre entière disposition, comme dirait Monsieur Dutrieux, un mot, un geste, et Marie-Béatrice.